RTI 1 vous informe. Bonsoir à tous. On regarde ensemble les grands titres de ce dernier journal. Il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Le conseil a été présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'ordre du jour de cette réunion comportait des mesures générales, des projets de loi, des projets de décret et bien sûr des communications. La rentrée scolaire 2024-2025 est effective depuis le 9 septembre dernier. Des mesures fortes ont été annoncées par la ministre de la Communication, de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone. Au titre de ces réformes, a annoncé le programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires. On en parle dans cette édition. Et puis des solutions innovantes pour des comptes nationaux fiables et conformes aux standards internationaux étaient au cœur d'un symposium à Abidjan. 48 heures de réflexion parrainées par le ministre de l'Économie, du Plan et du Développement. Merci de regarder RTI 1. On démarre avec ce Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République. Un conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le conseil a adopté 2 décrets portant attribution d'un permis de recherche minière à la société Lagune Exploration SA dans les départements de Méagui, Soubré, Gagnoa et Lakota. Plusieurs autres points importants ont été abordés au cours de cette rencontre hebdomadaire. Une rencontre suivi pour nous par Herman Guibé. À l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara ce mercredi 18 septembre 2024, des mesures générales, 10 au total, dont un projet de loi, 9 projets de décret et 4 communications. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, un projet de loi portant organisation des juridictions a été adopté. Dans l'ensemble, cette nouvelle organisation judiciaire est marquée au premier degré de juridiction par la disparition des sections détachées de tribunaux qui seront désormais érigées en tribunaux de première instance. Le Conseil a également adopté 2 décrets portant attribution d'un permis de recherche minière à la société Lagune Exploration Afrique SA. Un permis de recherche minière valable respectivement pour le bismuth et l'or à la société Lagune Exploration Afrique SA, en abrégé LEA-SA, dans les départements de Méagui et Soubré. Et pour le nickel, le manganèse, le cobalt, l'aluminium, l'or, le cuivre et la mozabite, à la même société, dans les départements de Gagnoa et de Lakota. Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. 10 centres de services civiques seront construits dans plusieurs villes du pays pour un coût total de 21 milliards 600 millions de francs CFA. L'accord de prêt conclu entre la Banque ouest africaine de développement, BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction et d'équipement de 10 centres de services civiques dans les villes de Dimbokro, Bondoukou, Man, San Pedro, Séguéla, Odiéné, Abengourou, Gagnoa, Abidjan et de Yamsoukro. Il s'agit à travers ce projet d'accélérer l'insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité, notamment ceux en échec scolaire, à travers la formation technique et le développement de leur engagement citoyen sur des sites modernes avec des équipements adaptés. Le renforcement du réseau routier par l'aménagement et le bitumage de voies dégradées ou non bitumées demeure une priorité pour le gouvernement. L'accord de prêt d'un montant de 30 milliards de francs CFA, conclu le 7 juin 2024 entre la Banque ouest africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Petit-Nation-Kafolo-Téini. Ce projet vise à désenclaver les différentes localités situées dans la zone d'intervention directe du projet dans l'extrême nord du pays et à fluidifier les échanges commerciaux avec les pays voisins. Pour le financement du projet de construction de l'autoroute Bouaké-Darakokar, des fonds ont été mobilisés grâce à un accord entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. Un peu plus de 119 milliards de francs CFA. Le projet prévoit la construction d'une chaussée de 2 fois 2 voies de 54,5 km
afin d'améliorer le trafic le long du corridor national et la régionale A3, reliant donc le port autonome d'Abidjan à l'arrière-pays. Dans le but d'améliorer la gestion des déchets, la construction d'un deuxième centre d'enfouissement technique est aussi envisagée. Les mesures d'accompagnement et de dédommagement suivront, comme le prévoient les procédures d'usage. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique d'un site d'une superficie de 127 hectares, 26 arts et 5 centiares. Ce site localisé dans la sous-préfecture d'Anyama, précisément dans la localité de Yapokwa, est incorporé au domaine de l'État en vue du démarrage des travaux de construction et d'exploitation du deuxième CEVET d'Abidjan. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté 2 communications. La première relative au coût des exonérations fiscales et douanières accordées à fin juin 2024. Au premier trimestre 2024, les coûts s'établissent à 274,4 milliards de francs CFA contre 195,1 milliards de francs CFA à fin juin 2023, soit une hausse de 79,3 milliards de francs CFA. Quant à la situation des opérations de passation des marchés publics au premier semestre 2024, 1829 marchés ont été approuvés à fin juin 2024 contre 2074 à la même période en 2023. Le Conseil a également fait le point de la participation de la Côte d'Ivoire au sommet de Beijing en Chine. La délégation ivoirienne de haut niveau était conduite par le vice-président de la République, Tiemoko Médié-Koné. 14 accords ont été signés sous la conduite du vice-président de la République pour la réalisation de projets structurants en Côte d'Ivoire, lesquels projets portent entre autres sur la construction d'unités de production de machines agricoles, d'unités agro-industrielles, de la centrale thermique de Songon, d'usines de montage de motos électriques et le transfert de compétences dans le domaine du numérique. Les 2 pays ont décidé d'élever leurs relations de coopération au rang de partenariat stratégique. Dans cette dynamique, le vice-président de la République a obtenu pour la Côte d'Ivoire un ensemble d'appuis financiers du gouvernement chinois, dont un don de 200 millions de yuan chinois, correspondant à plus de 16,6 milliards de francs CFA. Le vice-président de la République a salué cet engagement considérable de la République populaire de Chine envers notre pays et a assuré les dirigeants chinois de la détermination du gouvernement à œuvrer à la consolidation continue des liens d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Le PGGouv 2024 figura également au cœur de ce conseil sur les questions de salubrité des villes, surtout celles de l'intérieur du pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a instruit le Premier ministre afin de mener des réflexions devant permettre de répondre concrètement à la question de la salubrité qui touche ces villes. Du 20 au 27 septembre 2024, le vice-président de la République, Tiemoko Médié-Koné, prendra part aux États-Unis d'Amérique, aux Assemblées générales des Nations unies. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le lundi 30 septembre prochain. On s'intéresse maintenant à la fonction publique avec le lancement de la phase d'admissibilité des concours d'entrée à l'ENA pour la session 2025 qui est effectif depuis ce mercredi 18 septembre. Un peu plus de 4500 candidats de tous cycles confondus sont concernés. Ce matin, les candidats ont planché sur la note de synthèse. Ils ont été exhortés à se détourner des pratiques peu recommandables. Les détails avec Grace Kondo. Anne Désiré Ouloto dans les locaux de l'École nationale d'administration ENA. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, hier pour le lancement de la phase d'admissibilité des concours d'entrée à l'ENA en 2025. Sont concernés pour cette première journée les candidats du cycle supérieur des concours directs et professionnels. Ils composent pour la note de synthèse dans le cadre des épreuves écrites. Elle dure 5 heures. Je trouve cette épreuve abordable. J'espère avoir une bonne note. Ça se passe bien. Ici dans la salle, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a adossé à la feuille de composition un coupon qui est nommé. C'est-à-dire que les feuilles de composition viennent déjà avec nos différents noms. Et ces coupons-là sont retournés à ceux qui surveillent, ce qui dénote d'une grande sécurité pour ce concours. Cette deuxième étape intervient après la phase de présélection des candidats qui s'est faite en juillet 2024. Les innovations, c'est que cette année, pour les concours directs, en ce qui concerne les cycles moyens,
il n'y a plus les épreuves d'histoire et de géographie qui ont été fusionnées pour donner l'épreuve de la connaissance du monde contemporain. Mais nous avons également le fait que pour le premier tour, il y a eu les corrections assistées par ordinateur. Pour le second tour, ce seront des corrections suitables. Parce que là, ce sont des épreuves de composition littéraire, scientifique. Une administration publique performante passe par un recrutement de qualité. D'où ce message de la ministre d'État aux candidats. Je suis venu rappeler aux candidats et aux organisateurs la nécessité de tout mettre en œuvre pour que l'ENA demeure cet établissement qui forme l'élite nationale de notre administration publique. Je voudrais tout simplement rappeler qu'on ne peut pas payer pour entrer à la fonction publique. On ne peut pas non plus payer pour entrer à l'ENA. Nous surveillons ces concours. Il y va de l'image du gouvernement. Et nous devons agir conformément aux instructions et à la vision du président de la République, qui veut une administration publique performante, mais d'une administration publique qui soit ouverte à tous les citoyens ivoiriens, et plus particulièrement aux plus méritants. Au thème des compositions, les candidats admissibles passeront à la phase orale qui marque la dernière étape du concours. Étape à l'issue de laquelle la liste définitive des admis sera proclamée. Je vous le disais en ouverture d'édition, voici déjà quelques semaines que des innovations ont été annoncées pour l'année scolaire 2024-2025. Au nombre de celles-ci, le PENAPAS, entendez par là le Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires. Et pour permettre sa mise en œuvre, plusieurs enseignants du préscolaire et ceux tenant le cours du primaire ont bénéficié récemment d'une formation. Les explications de Sephora Zegui. Groupe scolaire Sogefia 3, commune de Yopougon. L'école n'a pas son rythme habituel, mais dans les salles de classe, des cours sont dispensés. A, B, C, D, E, F, G, H. Le son qu'on entend à la fin, les attentes de sortie, c'est ça? Oui. Le domaine de la discipline. Ici, comme dans plusieurs autres établissements sur l'ensemble du territoire ivoirien, les 40 000 enseignants du préscolaire, pré-primaire et des cours préparatoires 1 et 2 sont instruits sur de nouvelles approches pédagogiques. Au niveau de la séance, il y a une partie qu'on appelle la récupération. Il faut donc récupérer les élèves qui n'ont pas acquis les habiletés, c'est-à-dire les difficultés, ils ont eu des difficultés, il faut les remettre à niveau. Les nouveaux outils pédagogiques en question font partie d'un vaste programme innovant, le PENAPAS, Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires. Cette approche apporte la méthode syllabique, mais elle apporte des innovations, notamment la routine qui permet à l'enfant de chanter les lettres de l'alphabet dès son entrée à l'école primaire. Et puis les phases ont changé. Maintenant, l'enseignant fait. Donc on dit « je fais ». Ensuite, il fait avec les élèves, nous faisons. Et puis l'élève fait, on dit « tu fais ». Donc ça va permettre à l'enfant d'être plus à même d'acquérir les habiletés dont il a besoin. Le PENAPAS, une nouvelle méthode d'enseignement qui va révolutionner l'apprentissage des enfants, mais aussi améliorer le rendement des enseignants. Nous mettons beaucoup l'accent sur l'orthographe des mots. Et puis aussi la lecture. Nous mettons aussi beaucoup l'accent sur les mathématiques. Et il y a plusieurs notions qui entrent en ligne de compte. En 2019, le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, a révélé le faible niveau des écoliers ivoiriens en mathématiques, lecture et en écriture. Pour le gouvernement ivoirien, le renforcement de l'approche par la compétence avec de nouveaux outils pédagogiques pour améliorer les compétences fondamentales des apprenants était une urgence. Le mandat de notre pays à la tête de la Confémène sera marqué par l'évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, PASEC, à laquelle notre pays prendra part en 2025 après les éditions 2014 et 2019. L'un de nos proches défis est celui du PASEC 2024, où les performances attendues de nos élèves doivent être à la hauteur des résultats escomptés et de l'attention particulière que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, accorde
à l'éducation qui reste l'une de ses grandes priorités. Depuis le 9 septembre dernier, le PENAPAS est entré en vigueur dans tous les établissements primaires du pays avec en ligne de mire le PASEC 2025 où la Côte d'Ivoire doit figurer au rang des meilleurs élèves. Dans le domaine de la pêche artisanale, 70 dirigeants d'organisations professionnelles renforcent en ce moment leur capacité. L'atelier de formation qui va durer 48 heures est initié par le ministère des Ressources animales et halieutiques. En toile de fond, il s'agit de renforcer la compétitivité des différents acteurs sur les marchés nationaux et internationaux. Plus de détails sur les enjeux de cette session de formation avec Dangui Dangui. La production nationale de poissons va passer de 55 000 tonnes en 2022 à 84 000 tonnes en 2025, annonçait récemment le ministre des Ressources animales et halieutiques. Mais dans l'intervalle, la Côte d'Ivoire dépose en moyenne 300 milliards de francs CFA sur la table chaque année pour acheter du poisson à l'extérieur, selon les autorités. Repos biologique, construction des débarcadères, mise en place de stratégies nationales, le gouvernement multiplie les initiatives pour endiguer la dépendance de la Côte d'Ivoire en produits de pêche. C'est dans ce cadre qu'à l'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, les dirigeants des organisations professionnelles de la pêche artisanale bénéficient d'un atelier de renforcement de leurs capacités dans bien des domaines, notamment en management et en marketing. Après ce temps de repos biologique, les rapports que nous avons nous font dire que l'avenir est prospère et qu'il y a de bons résultats. C'est pour l'occasion pour nous de dire, nous en tant qu'acteurs responsables des EOP ici présents, de profiter de cette occasion pour bien assimiler cette formation. Le capital humain, au sein d'une organisation telle que Interpêche, le capital humain est très important. Et il faut permettre à ce capital humain d'acquérir un certain nombre de qualités, notamment en gestion et en relations humaines. Cette première session de formation va durer 2 jours et concerne 70 dirigeants d'organisations professionnelles de la pêche artisanale. Entre autres thématiques au menu de cette session de formation, structuration des organisations professionnelles, les managements et la stratégie de mobilisation des ressources financières. On parle maintenant de l'UEMOA avec la ville d'Abidjan qui accueille le 3e congrès des avocats de l'espace communautaire. Organisé par l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, la rencontre a pour objectif d'échanger sur l'union et la solidarité entre les avocats de l'institution. Un reportage de Mariam Sangaré, commenté par Didier Nguessan. Une rencontre pour renforcer l'union dans la corporation, mais surtout pour plancher sur la libre circulation des avocats et l'amélioration de la qualité de leurs prestations dans l'espace UEMOA. C'est pour un mieux-être des avocats. Passer en revue le règlement numéro 5, ça peut être regardé comme la chronique d'un itinéraire controversé, de sorte à améliorer ce qui doit être amélioré et puis à progresser avec les mutations que la profession connaît à l'intérieur de la communauté. Je voudrais inciter les avocats à privilégier leur formation, mais aussi à s'approprier l'éthique de notre profession. Jeter un regard sur les pratiques du passé pour mieux organiser l'avenir du métier avec l'appui du gouvernement. Ce thème, qui déroule une subtile antithèse, est une invite à un exercice à la fois rétrospectif et prospectif qui devra vous amener à faire le point des acquis de la dernière décennie, tout en projetant les regards vers l'avenir, en vue de relever les défis et surtout de redéfinir les contours de la profession d'avocat en lien avec les besoins nouveaux des usagers du service public, de la justice, dans un espace UEMOA en constante évolution. Face aux défis multiformes qui se présentent à nos professions, dispositif incontournable dans l'organisation sociale partout dans le monde, il est impératif pour nous, les acteurs, de faire le point de l'impact sur notre action, des règles auxquelles nous sommes subordonnés. Les travaux de cette rencontre vont durer 3 jours. Ils permettront de définir de nouveaux axes d'intervention afin de garantir l'excellence de l'avocature dans la sous-région ouest-africaine.
Un mot de diplomatie à présent avec cette question pour commencer. Comment vulgariser le décret portant statut de consul honoraire? La question fait l'objet d'une réflexion au ministère des Affaires étrangères. La rencontre a permis de mettre en lumière une réforme des attributs de ces serviteurs de l'État. Le compte-rendu de Souleymane Donissongo. Échange et communication ont meublé la session organisée à l'intention des consuls honoraires en poste en Côte d'Ivoire et à l'étranger. C'est un rendez-vous dont l'objectif est de porter à la connaissance du public l'existence d'un texte permettant une gestion optimale du statut des consuls honoraires. Ce nouveau décret qui fixe les conditions de nomination et de cessation de la fonction des consuls honoraires précise les attributions, les avantages et la rémunération, ainsi que les privilèges, les immunités et les obligations qui en découlent, méritent d'être portés à la connaissance de tous. Le ministère des Affaires étrangères a décidé aujourd'hui, donc, dans le cadre de cet atelier, de revisiter les différentes normes juridiques et diplomatiques qui régissent la fonction de consul honoraire, afin de les adapter à l'évolution du temps et de les moderniser tout en apportant des correctifs à certains dysfonctionnements constatés dans l'exercice de la dite fonction. C'est tout l'intérêt que revêt l'organisation de cet atelier et l'examen du décret qui régit la matière. Les travaux s'articulent autour de 2 communications et réunissent environ 100 personnes composées de l'ensemble des consuls honoraires étrangers en Côte d'Ivoire, des consuls généraux et des chargés des affaires consulaires des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire. Des solutions innovantes pour des comptes nationaux fiables et conformes aux standards internationaux. C'est le thème d'un symposium qui a clos ses travaux hier mardi à Abidjan après 48 heures de réflexion, de collusion pour lever les obstacles à la production par les États de statistiques officielles de qualité au service de l'intégration africaine. Le ministre de l'Économie, du Plan et du Développement a parrainé ce symposium. Plus de détails avec Léon Brou. Comme le produit intérieur brut et son taux de croissance, essentielles sont ces données ou statistiques dans l'évaluation ou l'appréciation de la performance économique. La publication régulière de ces agrégats aide les décideurs et investisseurs à prendre la bonne décision. Mais difficile encore pour nombre d'États africains à en produire de qualité et à temps. Près d'un tiers des États membres de l'Union africaine sont encore à la traîne dans le passage du système de comptabilité nationale 2008, SNCN 2008, alors que bientôt, le nouveau référentiel passera à 2000. Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. On poursuit ce journal avec la ministre Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a eu une séance de travail avec Laurent Lafont, le président de la Commission de la Culture, Communication, Éducation et Sport du Sénat français, était de passage à Abidjan. Les échanges ont porté sur la parfaite collaboration qui existe entre les 2 pays en matière de culture. La préservation du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire a également été abordée. Le reportage d'Amidia Rassouba. La Côte d'Ivoire et la France entretiennent d'étroites collaborations en matière de culture. En visite de travail et d'amitié ivoirienne, Laurent Lafont, président de la Commission de la Culture, Communication, Éducation et Sport du Sénat français et sa délégation sont reçus en audience par Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Françoise Remarque et ses hôtes ont planché sur l'excellente coopération qui existe entre les 2 pays. Une politique autour des musées, notamment sur le retour des biens, plus spécifiquement le retour du tambour-parleur, Didier Ayokoué, qui se retrouve au musée du Quai Branly. Long de 3,50 mètres et pesant 430 kg, il était capable d'émettre des sons qui pouvaient être entendus à plus de 20 km. L'un des domaines importants aussi de la coopération française, c'est bien sûr la préservation du patrimoine culturel, avec une politique autour de nos musées. Après les échanges fructueux avec les membres de la commission en charge de la culture française, engagement est pris pour l'amélioration de la politique culturelle entre les 2 États. Nous nous réjouissons tout d'abord que les politiques culturelles deviennent un des axes de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Ce n'a pas toujours été le cas dans le passé. Désormais, ces politiques culturelles sont inscrites comme un des axes devant faire l'objet de financement. Et je pense que c'est extrêmement important pour l'avenir, pour développer un certain nombre de sites. La délégation française a mis fin à son séjour en Côte d'Ivoire par la visite du musée de civilisation.
Dans le domaine de la culture, avec la commune de Cocody qui a récemment abrité la cérémonie de clôture de la phase nationale du Clap Ivoire 2024. La cérémonie a été marquée par la présentation officielle des jeunes réalisateurs, des cinéastes qui porteront les couleurs ivoiriennes lors de la phase internationale du Clap Ivoire 2024 qui se tiendra du 7 au 11 octobre prochain à Abidjan. Le compte-rendu de Serge Pacom Didi dans un commentaire d'Alexis Ouedraogo. C'est une compétition de jeunes réalisateurs des pays de la zone UEMOA. Clap Ivoire Face Internationale a désigné ses représentants ivoiriens. Il s'agit de Micheline Freitas dans la catégorie documentaire pour sa production Atchan et Jean-Marie Guessemaï dans la catégorie fiction avec son film Le silence des larmes. Chance Meledj, acteur dans le film Les chaînes du silence, et Assoumou Stella, actrice dans Djaka, sont respectivement meilleure interprétation masculine et féminine. Dans Le silence des larmes, le court-métrage que j'ai réalisé, nous avons traité de l'excision. Je pense que c'est un fléau qui perdure, qui mérite qu'on en parle en fait. J'ai parlé un peu des ébrouillés sur la fête des générations. On a pu s'entendre le côté festif. Moi, j'ai voulu accentuer un peu sur le mystère des guerres qu'on tourne autour. Cinéma et épanouissement socio-économique de la jeunesse, voilà le thème de cette 24e édition de Clap Ivoire Face Internationale, prévue se tenir des 7 au 11 octobre prochain à Abidjan. Cette année, nous avons eu 38 films qui ont présenté le concours Clap Ivoire national. Et je me réjouis justement du fait que les films que nous avons vus répondent vraiment à un souci d'identité. Tous les autres pays qui viennent compétir avec nous nous montrent aussi ce qui se passe chez eux. Donc l'un dans l'autre, l'UEMOA a voulu mettre en avant la culture pour la cohésion des États. Clap Ivoire, tout le monde le sait, est une activité destinée aux jeunes, lesquels jeunes constituent les pépinières du cinéma au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous encourageons tous les candidats et espérons que des résultats d'aujourd'hui, nous aurons de vrais conquérants pour la phase internationale. Les grands lauréats de cette phase internationale repartiront avec 2 grands prix. Celui Kodjoye Bouclé d'une valeur de 6 millions de francs CFA et le prix UEMOA d'une valeur de 5 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire a célébré le 15 septembre dernier la Journée internationale de la démocratie, une 17e édition qui a fait la part belle aux femmes de notre pays. L'état de la démocratie en Côte d'Ivoire, défis et perspectives, c'était le thème de la rencontre, suivi par Anaël de Crisa et Godefroy Okambawa. Pour la 17e édition de la Journée internationale de la démocratie, célébrée le 15 septembre de chaque année, un panel autour de 4 points a été animé par les acteurs de la société civile et les militants des droits de l'homme. Les réflexions ont porté essentiellement sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire et la place de la femme dans ce processus. État de droit, démocratie, droits des femmes, ça nous interpelle, ça nous parle. Nous voulons que cette journée puisse faire passer un message relativement à la participation politique des femmes en Côte d'Ivoire. La présidente du Conseil national des droits de l'homme souligne l'importance de cette initiative. Elle permet de faire une halte, de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde, de faire des activités autour du thème arrêté par les Nations Unies et de faire des recommandations aux nations à l'effet que toutes nos structures étatiques ou non étatiques mises en place soutiennent le processus d'enracinement de la démocratie dans nos États respectifs. Cette journée a pour objectif de renforcer la culture démocratique et la participation active des femmes en Côte d'Ivoire. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a soufflé hier mardi ses 94 bougies. L'ex-première dame de l'histoire de la Côte d'Ivoire était entourée de ses proches, mais également de l'actuelle première dame, Madame Dominique Ouattara. Un grand moment de communion, une tranche de vie immortalisée par des clichés. On en parle avec Franck Quadio. 94 bougies pour Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire indépendante. Elle aurait été aux côtés du père de celle-ci, le président Félix Houphouët-Boigny, témoin de l'édification de la nation ivoirienne. Cette œuvre de bâtisseur que perpétue aujourd'hui Alassane Ouattara, chef de l'État, c'est donc à juste titre que Dominique Ouattara, première dame, qui voue à sa mère Thérèse une admiration sans borne, a pris part à ce déjeuner anniversaire dédié
à la Jackie Kennedy du miracle ivoirien dans les années 60 à 70. Autour de Maman Thérèse, des proches, des amis et ses petits-enfants. Un hommage sobre et intimiste à Thérèse Houphouët-Boigny, pionnière des œuvres caritatives, elle qui créa en octobre 1987 la Fondation Ndaya. Joyeux anniversaire, Maman Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Et on termine avec l'actualité hors de chez nous, avec le fugitif le plus recherché de Guinée qui a été appréhendé au Libéria. Après plusieurs mois de cavale, le colonel Claude Pivy a été arrêté d'après des sources guinéennes et libériennes. Claude Pivy était le seul accusé absent lors du verdict historique rendu le 31 juillet dernier à Conakry. L'officier de l'armée guinéenne avait été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. On s'arrête ici. Merci de votre aimable attention. Bonsoir et restez surtout sur RTI.